Europe 1. 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin l'ancien ministre de l'Intérieur puis Premier ministre qui publie Chaque jour compte, c'est chez Stock. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Le quinquennat de François Hollande s'achève, il n'y a personne pour défendre son bilan, pas même le candidat du PS. La gauche se déchire et se détruit, les ambitions s'aiguisent, vous assistez à la mutation d'Emmanuel Macron, camarade espiègle devenu ministre héliotrope, attiré par les photographes comme une fleur par le soleil. C'est cela votre livre, Bernard Cazeneuve, une chronique tantôt mélancolique, tantôt ironique de la politique telle qu'elle est devenue et de vos 6 mois à Matignon. Mais rassurez-nous, vous n'avez pas découvert ces derniers mois que les égos, les ambitions étaient au cœur de la vie publique et de ses acteurs? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, ce livre, c'est d'abord un témoignage sincère. J'ai vécu une période qui a été une période de bouleversement, qui a contribué à créer une nouvelle donne sur le plan politique. Et j'ai éprouvé à un moment donné le besoin, sincèrement, de me retrouver avec l'ascèse que constitue l'écriture pour restituer cette part de vérité. Mais vous êtes effaré par l'étalage des vanités, des ambitions, des égotismes. Non, mais j'avais aucune naïveté. Lorsque je suis entré en politique, j'avais déjà quelques lectures, j'avais fréquenté quelques personnalités, mais le fait que tous les codes aient été cassés, que beaucoup de principes de respect, à la fois de la loyauté, des principes de fonctionnement de l'État aient été foulés aux pieds, fait que je ne me reconnais pas dans ce monde. Donc, comme je ne me reconnais pas dans ce monde politique, j'ai préféré prendre du recul. Voilà. On va en reparler parce que vous placez la fidélité et la loyauté au premier rang des vertus politiques. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que, à travers quelques émissions que je fais pour parler de ce livre, oui, on semble aujourd'hui considérer comme totalement incongru que la loyauté puisse être une vertu en politique. C'est-à-dire ce qui devrait apparaître comme tout à fait normal apparaît aujourd'hui comme une manifestation de naïveté incommensurable. Mais on peut tout aussi bien reprocher à François Hollande d'avoir été infidèle à certains de ses discours de campagne ou aux valeurs de la gauche quand il introduit par exemple le débat sur la déchéance de nationalité. Mais le débat sur la déchéance de la nationalité, je l'écris d'ailleurs dans le livre, était une erreur que l'on ne peut pas simplement expliquer par le contexte des attentats. C'était une erreur. Mais beaucoup de choses ont été faites pendant ce quinquennat et je pense qu'avec le temps qui passe, l'histoire rendra justice des actions qui ont été conduites, qui correspondaient à ce que fondamentalement nous étions lorsque nous avons décidé d'augmenter significativement le nombre de postes dans l'éducation nationale pour faire en sorte que dans les quartiers les plus en difficulté, des départements les plus en difficulté, l'égalité des chances ait un sens. Lorsque nous avons décidé d'augmenter massivement les moyens des forces de sécurité parce que nous considérions qu'il y avait une menace et que la sécurité c'était les premiers des devoirs de l'État, nous étions dans la conformité à nos valeurs. Lorsque nous avons mis en place un plan de lutte contre la pauvreté de plusieurs milliards d'euros qui a permis d'ailleurs de constater dans un excellent article de La Croix hier que la pauvreté avait reculé. Nous étions dans la conformité à nos valeurs. Lorsque nous avons mis en place l'Union économique et monétaire, renforcé les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, donné des moyens à Frontex, nous étions dans une ambition européenne. Vous auriez dû faire la campagne, Bernard Cazeneuve. Mais on ne me l'a pas demandé. Bah oui. Et voilà. J'ai été Premier ministre et j'ai dit ce que j'avais à dire à ce moment-là. Mais pour moi, ce qui compte sont les faits. Ce ne sont pas les impressions. Ce ne sont pas les mots qui sont déconnectés de la réalité d'une action. Ce qui compte, ce sont les faits. Et moi, je pense que l'on peut toujours juger durement une politique. On a le droit de le faire. Le débat démocratique, c'est cela. Et moi, je n'ai jamais refusé le débat sur ce que nous avons fait. Mais j'aimerais que ce débat s'articule à des faits. Comme j'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque nous évoquons ce qui se passe sur le plan politique, ce soit les faits qui prévalent et pas la communication. Et pas la déloyauté ou l'inélégance de la part de l'équipe au pouvoir quand, par exemple, on vous accuse d'amateurisme à cause de cette taxe sur les dividendes censurée par le Conseil constitutionnel et qui va coûter 10 milliards d'euros à l'État. Amateurisme politique, vous avez entendu ça? J'ai entendu ce propos hier. Je dis quelques mots très simples et très précis. On pourra les vérifier. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité en 2012, il y avait 2 contentieux qui étaient sur la table. Un contentieux dit précompte immobilier et un contentieux sur les OPCVM. Ça représentait à peu près 9 milliards. Il a fallu trouver une recette. Cette recette, ça a été les 3% dont il est question aujourd'hui. Dividendes des entreprises. La censure porte non pas sur le texte du gouvernement, mais sur un amendement qui a été présenté au Parlement par un parlementaire. Je veux dire simplement à ceux qui se sont exprimés de cette manière-là que et moi j'ai le plus grand respect pour ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette décision. Il y avait un homme qui n'était pas un amateur à l'Élysée, qui était secrétaire général adjoint, qui était en charge de toutes les questions budgétaires, fiscales, économiques, qui s'appelait Emmanuel Macron. Il y avait comme directeur adjoint du ministre de l'économie et des finances en charge de la fiscalité des entreprises un homme de grande qualité qui n'est pas du tout un amateur et pour lequel j'ai le plus grand respect
respect qui s'appelle Alexis Collère. Il y avait des parlementaires qui ont voté ce texte, parmi lesquels figuraient des parlementaires qui ne sont pas des amateurs. Et parmi eux figurait un homme qui s'appelle Castaner. Donc Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Je crois qu'il faut éviter ce type de propos qui, compte tenu de ce qu'est la réalité que je viens d'évoquer, sont une forme d'abaissement de la parole publique. Vous dites au président ce matin, Emmanuel, souviens-toi que tu as passé 4 ans et demi à l'Élysée et à Bercy. Mais je n'ai pas besoin de le lui dire, c'est une vérité, vous le dites vous-même. Il a été 4 ans et demi... il semble l'oublier, non ? Comment ? Il semble parfois l'oublier. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez ? Parfois, l'amnésie est un moteur de la politique, mais moi je ne suis pas amnésique et je considère que, surtout lorsqu'on dit tous les jours sur tous les sujets « j'assume », il y a des choses qu'on doit pouvoir assumer quand elles correspondent à une réalité. Et puisque vous avez été longtemps ministre de l'Intérieur, le discours d'Emmanuel Macron sur la sécurité hier s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. Oui, je trouvais que c'était un bon discours, parce que ce discours est un discours qui met l'accent sur des choses importantes qui relèvent des urgences. D'abord, nous avons créé 9000 postes dans la police et dans la gendarmerie, là où le gouvernement précédent en avait supprimé 13 000. Emmanuel Macron propose de continuer à créer des postes dans la police nationale. Cette année, c'est 1800. Il veut en créer 10 000 pendant le quinquennat. Il a raison. Deuxièmement, la police de proximité qu'on veut remettre sur le métier. C'est une excellente idée, mais la police de proximité, c'est quoi ? Ce sont des policiers dans la rue pour assurer le respect de l'ordre public, pour faire en sorte que les incivilités et la délinquance ne montent pas. La police de proximité, ça commence par créer des postes dans la police nationale et par bien former les policiers. Le président de la République veut continuer cette politique, il a raison. Les caméras de surveillance, les caméras piétons, qui permettent d'établir la traçabilité de la relation entre la police et la population, j'y suis d'autant plus favorable que c'est moi qui ai pris les dispositions législatives pour que ce soit mis en œuvre. Et j'ai vu aussi qu'il souhaitait mettre l'anonymat en place dans la police. Il a tout à fait raison, puisque c'est une disposition législative qui a été votée en février 2017. C'est déjà dans la loi. C'est déjà dans la loi, ça a été voté en février 2017. Il s'agit de prendre les textes d'application. Il est donc normal que le président de la République veuille prendre des textes d'application d'un texte déjà voté. Donc je serais vraiment très curieux sur le plan intellectuel si je regrettais de voir le président de la République reprendre à son compte tout ce qui a déjà été fait pour le poursuivre. Donc vous dites rien de nouveau sous le soleil. Bernard Cazeneuve. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que c'est une bonne politique qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été fait. De la même manière, la lutte contre la radicalisation, j'ai vu qu'on allait mettre en place des dispositifs dans les départements. Nous avons signé il y a 2 ans et demi, en 2015, une circulaire avec le garde des Sceaux pour mobiliser les procureurs et les préfets dans chaque territoire et faire en sorte que l'ensemble des administrations soient mobilisées autour d'eux dans la lutte contre la radicalisation. Il y a eu des échecs, comme la mise en place du centre de Pontourny, mais sur tout le reste, la mobilisation de l'administration a été totale. On veut poursuivre cette politique. Oui. Parfois, d'ailleurs, en voulant la poursuivre, on donne le sentiment de vouloir la réinventer. Mais ce qui est important, c'est la persévérance, c'est le fait que ces actions soient mises sur le métier et poursuivies. Bernard Cazeneuve, qui incarne l'opposition de gauche aujourd'hui à l'exécutif ? C'est Jean-Luc Mélenchon ? Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef de l'opposition, c'est le chef des faire-valoir de la majorité. Il ne faut pas confondre le chef de l'opposition et le chef des faire-valoir. Les faire-valoir de la majorité ? Bien entendu, parce que par ses outrances, par ses excès, par ses attaques en forme d'insultes, il constitue pour l'actuel pouvoir l'opposition rêvée. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe l'autre jour à la télévision, j'ai eu le sentiment d'un exercice de complicité davantage qu'un débat entre deux personnalités qui s'opposaient. Ils étaient complices. Il est l'opposition rêvée du pouvoir et le pouvoir est le punching ball idéal de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout cela fonctionne de façon parfaite, mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait dans ce pays un courant social-démocrate, de socialistes de gouvernement qui soit capable sur chaque sujet de s'opposer quand c'est nécessaire, de ne pas le faire quand c'est inutile, de porter une parole de responsabilité et de justice. Mais on ne voit pas grand monde pour l'incarner, Bernard Cazeneuve. Il faut reconstruire cette gauche de gouvernement. Un ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui jouit d'un peu de crédit dans l'opinion, qui plaide pour la sobriété et la modestie, qui est encore jeune, 54 ans, ne pourrait pas jouer un rôle central dans cette force de gauche de gouvernement? Moi, je n'ai jamais refusé de prendre mes responsabilités, je n'ai jamais refusé d'aider. En revanche, j'ai derrière moi déjà 25 ans de vie politique. Je suis encore jeune, j'ai 54 ans, mais j'ai commencé il y a longtemps. J'ai exercé au plan local de nombreux mandats.
Et j'ai souhaité qu'au plan local, une nouvelle génération me succède. Et ça a d'ailleurs été le cas et ça marche plutôt pas mal. J'ai d'ailleurs constaté qu'un certain nombre de ceux qui considèrent que la politique a commencé au mois de mai dernier, lorsque j'ai décidé de laisser mes mandats à une jeune génération, ont considéré que c'était par incompréhension du nouveau monde que je le faisais. Non, c'était pas par incompréhension du nouveau monde, c'était par mise en œuvre de ces préconisations, avant même que les textes qui m'obligeaient à le faire me le demandent. Bon, mais je pense aussi qu'au plan national, il faut qu'il y ait une génération nouvelle composée de femmes, d'hommes jeunes, ayant compris ce qu'est le monde. Donc le recours, ce ne sera pas Bernard Cazeneuve. Non, mais je ne crois pas pour le PS. Non, je ne crois pas au recours, je ne crois pas aux hommes indispensables, je ne crois pas à ceux qui, dans un narcissisme total, vont tous les jours à la radio, à la télévision, même si en ce moment, pour des raisons qui tiennent à la promotion de ce livre, je suis obligé de le faire. Et vous constatez que je ne le ferai pas aussi longtemps que durent les contributions. Je le dis pour ceux que ma parole agace, qu'ils ne s'inquiètent pas, bientôt je retournerai à mon silence. Mais et vous êtes redevenu avocat. Je suis redevenu avocat. Parce que vous préférez le droit au tordu ? Oui, je préfère le tordu, c'est la politique ? Je préfère le droit au tordu et je préfère l'ascèse du droit à la futilité des petites phrases de la politique, même si je pense que la politique se rehausserait si on s'en tenait aux faits, s'il y avait une exigence de vérité et si on mettait un peu moins de narcissisme, un peu plus d'éthique et de modestie dans l'exercice de l'action publique, je vous le confirme. Votre récit paraît aujourd'hui chez Stock. Bernard Cazeneuve, chaque jour compte, 150 jours sous tension à Matignon. Merci d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.